Bienvenue sur la chaîne de Ciel et Espace. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre nos actualités et nous soutenir. Si vous souhaitez continuer votre découverte de l'univers avec Ciel et Espace, nous vous offrons 20% de réduction sur votre premier abonnement papier, premium ou numérique au magazine avec le code CALISTO. Vous recevrez Ciel et Espace tous les 2 mois, directement chez vous, et avec la formule premium et numérique, vous aurez accès à la version en ligne ainsi qu'à tous nos anciens numéros numériques, soit plus de 120 numéros. Bonsoir à toutes et à tous, et merci encore pour cette invitation nouvelle aux rencontres du Ciel et de l'Espace, qui n'est pas la première, et qui j'espère ne sera pas la dernière non plus. Donc, et si la Terre était ailleurs? Donc, une question qui a l'air anodine, mais finalement, une question qui a été évidemment traitée dans la science-fiction. Ceux qui me connaissent savent que d'utiliser la science-fiction pour parler de science, pratiquer les sciences, c'est ce qui fait ma marque de fabrique, disons. Et donc, et si la Terre était ailleurs? Eh bien oui, on met des planètes habitables. Alors, pas forcément la Terre, bien sûr, la Terre, elle est où elle est en orbite autour du Soleil. Mais si une planète habitable était ailleurs et que nous y soyons, ou si le système solaire était différent de ce qu'il est, avec la Terre habitable, mais avec un contexte astronomique, astrophysique différent, eh bien, qu'est-ce qui se passerait ou qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, c'est ce petite expérience de pensée, parce que la science-fiction, finalement, c'est une expérience pour la qualifier d'expérience de pensée sociale, d'expérience de pensée politique aussi, qui envisage les conséquences du progrès scientifique et technique, et les scientifiques, mais aussi les sciences naturelles, la philosophie, sont très friands de ces expériences de pensée, de certaines expériences de pensée. Imaginez Galilée se représentant la chute de corps dans le vide, vide qui à l'époque était inimaginable, et d'autre part irréalisable en pratique dans les laboratoires, et qui quand même, imaginant la chute des corps dans le vide, en arrive à la conclusion qu'ils doivent tomber de la même façon, ce qu'on appelle maintenant principe d'équivalence, et qui a été vérifié très récemment, avec une précision spectaculaire par le satellite français Microscope. Et donc, et si la Terre est ailleurs? Expérience de pensée, on va jouer entre science et science-fiction pour essayer de voir ce qui se passerait astronomiquement parlant, quel serait finalement le travail, on va dire ça, des astrophysiciens, astrophysiciennes de cette Terre alternative, mais aussi des astronomes amateurs, mais aussi des philosophes, mais aussi des humains, tout simplement, qui seraient sur cette planète. Alors je commence avec cette belle image, qu'on va imaginer ça tout à l'heure, une image d'un amas globulaire qui s'appelle Terzan 4, qui a été pris par le Space Telescope, le Hubble Space Telescope, et parce qu'on va tout à l'heure imaginer, et si la Terre était dans un amas globulaire, qu'est-ce qui se passerait? Alors on peut à la fois travailler sur la position de la Terre, ou plutôt son environnement céleste, astronomique, mais aussi sur sa taille. Et ça, certains auteurs de science-fiction, comme Jack Vance, qui est un grand constructeur de monde, au sens bâtir des univers alternatifs, des planètes alternatives avec des espèces, des systèmes politiques tout à fait étonnants, et bien, il imagine dans la planète géante une planète, alors habitable, donc ce n'est pas vraiment la Terre non plus, mais si la Terre était plus grande, voilà une première question, et une planète qui fait 40 000 km de diamètre, qui est beaucoup plus que le diamètre de la Terre, qui n'est que de 12 730 km, à peu près 12 732 km, et d'une densité moyenne légèrement inférieure à 2. Alors la densité, c'est quoi? C'est simplement la masse volumique exprimée en unité de la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'eau, c'est 1 tonne par mètre cube. Une densité de 2, ça veut dire que la planète géante, en moyenne, fait 2 tonnes par mètre cube. 1 mètre cube de planète géante, en moyenne, fait 2 tonnes par mètre cube. Par comparaison, notre planète Terre, c'est 5,5 tonnes par mètre cube en moyenne. C'est beaucoup plus dense près du centre, où sont les éléments denses, le nickel et le fer essentiellement, et puis un peu moins dense en surface. Mais la densité moyenne de la Terre est bien supérieure, et nous précise d'une gravité supérieure à la norme de la Terre. Donc là, on nous donne plein d'informations sur cette planète. Finalement, Jack Vance nous donne plein d'informations sur cette planète, et une petite chose qu'on peut s'amuser à faire, c'est jouer et voir leur cohérence interne, et leur cohérence vis-à-vis de la physique telle qu'on la connaît. Alors leur cohérence interne, sur cette histoire, il y a des terriens qui arrivent sur cette planète et puis qui doivent aller de l'autre côté, aux antipodes, pour rejoindre l'enclave terrienne. Il y a tout un grand trajet qui se passe sur une planète qui est très pauvre en métaux, avec une densité si faible, il n'y a pas beaucoup de métaux dans cette planète, et donc il y a une technologie assez rudimentaire au regard de celle des terriens, et les métaux, qui sont importés de l'extérieur, échangés de l'extérieur, ont une valeur absolument considérable. Et on nous dit l'enclave terrienne, c'est là où ils doivent aller, est à 65 000 km, et on dit plutôt que c'est aux antipodes. Alors, si le demi-circonférence vaut 65 000 km et que le diamètre vaut 40 000 km, eh bien ça marche, c'est cohérent. Il nous a pas roulé, Jack Vance, pi, il connaît pi, et il connaît le rapport entre la circonférence et le diamètre. Bon, déjà, on est content, bon, il arrondit un petit peu, ce qui est normal, déjà, on est content de ça. Alors ensuite, on nous dit que le diamètre, c'est 40 000 km, donc le rayon
20 000 km, donc c'est à peu près 3 fois un quart le rayon de la Terre. Parce que maintenant, ma question, c'est de dire, mais la gravité qui nous annonce, comment est-elle? Parce qu'une planète énorme, évidemment, si elle a une masse qui est proportionnelle à son volume, en première approximation, c'est tout à fait juste, c'est proportionnel au volume, et ça dépend de la masse volumique. Si la masse volumique est trop importante, la gravité peut être énorme. La gravité, ça prend de la masse et du rayon, et même très exactement du rapport entre la masse et le carré du rayon. Alors, la masse volumique moyenne de la planète géante, 36% de celle de la Terre. La Terre, c'est 5,5 tonnes par mètre cube, alors que la planète géante, c'est plutôt 2 tonnes par mètre cube. Et puis, on peut se convaincre par un petit raisonnement sur lequel on commence direct par la physique. Hein. On n'est pas là, vous avez compris qu'on n'est pas là pour rigoler. Hein. Il y a de la science-fiction, mais voilà, on est d'accord. C'est les rencontres du ciel et de l'espace. C'est Roland Look, science-fiction, science, tout ça, là, boum, direct. Hein. Donc, petite formule, la gravitation, j'ai dit, c'est le rapport de la masse sur le carré du rayon, mais la masse, ça varie comme le volume, comme le cube du rayon, et puis ça dépend aussi de la masse volumique moyenne, en première approximation, en prenant la masse volumique moyenne. Eh bien, la masse volumique moyenne fois le cube du rayon divisé par le carré du rayon, ça fait une gravité qui dépend du produit masse par rayon. Et quand on voit que le rayon est 3,25 fois plus grand et que la densité est 36%, ça fait une gravité qui est 1,2 gravité terrestre. Bravo Jack Vance, sa planète est cohérente. Elle est cohérente physiquement, elle est cohérente intrinsèquement. C'est un très beau travail de ça, de conception d'une planète. Et donc, il y a beaucoup d'auteurs de science-fiction, on va le voir, qui se sont plus amusés des mondes variés et qui souvent ont fait un bon travail. Pas toujours, mais ils ont souvent fait un bon travail. Ils sont documentés, soit qu'ils aient quelques compétences scientifiques, ça va être le cas du suivant, Al Clément, soit qu'ils se soient renseignés et qu'ils aient demandé à des scientifiques de leur concevoir un monde, finalement, pour que ça tombe bien. Ils veulent un monde comme ci, un monde comme ça. Là, Jack Vance, il veut un monde énorme. Il y a un gigantesque, je me dis, 65 000 km à faire pour aller de l'autre côté, dans un monde complètement différent, parce que la technologie est tout à fait rudimentaire, mais le Barjanum de Beaujolais, qui est le boss, si j'ose dire, de la planète, lui, il a les moyens d'échanger, et il a quelques outils techniques, et ces humains, ayant perdu leur vaisseau, s'étant écrasé cette planète, sont embêtés. Il faut négocier, il y a toute une aventure incroyable. Je vous recommande de lire Jack Vance, c'est vraiment la science-fiction très aventureuse qu'on aime bien lire aussi. Alors, Al Clément, dont je parlais tout à l'heure, Al Clément, il a écrit ce roman Mission Gravité. Alors en fait, il a été traduit un peu différemment, il s'appelle Question de poids, maintenant le nouveau titre, c'est Question de poids. Il a été ce roman publié en 1954. Il s'appelait Mission of Gravity en anglais. Et dans ce roman, les humains sont bien embêtés parce qu'il y a un objet à eux qui est tombé sur une planète, qui s'appelle la planète Mesclin. Et cette planète Mesclin, elle a une gravité absolument gigantesque. Et pour eux, humains, ce serait extraordinairement difficile de s'y poser, d'en repartir. Et donc, ils demandent aux autochtones, les mesclinites, des extraterrestres tout plats, enfin très compacts, si j'ose dire, qui habitent à la surface de cette planète, est-ce que vous ne pourriez pas nous aider à aller récupérer le vaisseau, la capsule qui est tombée sur votre planète, parce que nous, on ne peut pas y aller. Bon, ils font affaire avec les mesclinites, et voilà ce qu'on nous dit. L'humain bien embêté nous dit, la gravité de cette planète, Mesclin, c'est 3 gravités terrestres à la surface au niveau de l'équateur, ce qui est déjà assez mauvais, évidemment. 3 gravités, ça veut dire que votre poids sur cette planète est 3 fois supérieur à votre poids sur Terre. Donc votre poids, c'est la force avec laquelle vous tire la Terre, l'ensemble de la Terre vers son centre, à peu près vers son centre. Et si vous faites 60 kg, votre poids, c'est 600 newtons. Et si c'est 3 gravités terrestres, c'est 1800 newtons. Donc l'impression que vous avez sur une planète à 3 gravités terrestres, c'est comme si vous étiez sur Terre, mais au lieu de faire 60 kg, vous en faites 180. Donc vous faites 60 kg, vous prenez 2 copains qui font 60 kg, vous les mettez sur vos épaules, voilà. C'est l'ambiance. Donc là, on sent déjà, on fait moins le malin. On doit y arriver, mais on sent bien qu'on va faire moins le malin. Et puis, vous en avez presque 700 au pôle. 700 gravités terrestres au pôle de Mesclin. Comment c'est possible, un truc pareil? Une gravité, mais alors là, pour le coup, extraordinaire, absolument terrifiante pour des humains. Alors, en fait, la planète Mesclin, on nous dit des informations sur la planète Mesclin. Al Clément nous donne des informations qu'il dissémine dans le roman. Sa masse, 16 fois la masse de Jupiter, ça c'est pas mal. 16 fois la masse de Jupiter, c'est pas mal, parce que Jupiter, c'est 318 fois la masse de la Terre. Donc 16 fois la masse de Jupiter, c'est déjà, ça pèse. Son rayon, 24 000 miles, donc 39 000 km, 6 rayons terrestres. Donc elle est plus grosse que la Terre, mais elle est beaucoup plus massive que la Terre. 5 000 fois plus massive que la Terre, avec un rayon qui n'est que 6 fois plus grand. Alors je peux vous dire que le rapport M sur R au carré, si je fais froidement ça, 5 000 divisé par 36, ça fait beaucoup. Et ça donne la gravité typique en gravité terrestre de cette planète. Et donc ça fait une quinzaine, une vingtaine déjà en moyenne, en première approximation. Mais en plus, il nous dit que cette planète, elle tourne très vite sur elle-même. Sa période de rotation sur elle-même, c'est 18 minutes. 18 minutes. Donc je peux vous dire, ça tourne.
Et alors, comment Alclément, pourquoi il fait ça, Alclément? C'est parce que comme elle tourne très vite sur elle-même, il y a une force centrifuge qui va s'exercer sur les êtres à la surface de cette planète, force centrifuge qui sera beaucoup plus importante à l'équateur qu'au pôle, loin de l'axe de rotation que sur l'axe de rotation, quand on est pile au pôle. Et donc, au pôle, la gravité s'exerce pleinement, tandis qu'à l'équateur, la gravité s'exerce plus la force centrifuge qui veut vous éjecter. Et finalement, c'est un peu comme la poussée d'Archimède dans l'eau, qui compense un peu votre poids dans l'eau, et vous vous sentez dans l'eau léger, capable de faire des cabrioles, par exemple des pirouettes dans l'eau, même s'il faut boucher son nez pour pas que ça rentre dans les sinus, mais on fait des pirouettes sous l'eau qu'on n'oserait pas faire, enfin en tout cas que certains n'oseraient pas, moi par exemple, n'oserais pas faire là, comme ça, sur la scène. Donc 18 minutes, c'est beaucoup. Et regardez le dessin que fait Alclément. C'est dans son bouquin. Il écrit un petit texte. C'est pas dans le bouquin, c'est dans un petit article qui s'appelle Whirligig World. Un petit article qu'il a écrit pour expliquer comment il a construit sa planète. Et le cœur de la planète très dense, la forme ellipsoïdale de la planète, parce qu'elle elle aussi est étirée, elle est aplatie au pôle. D'ailleurs, comme notre Terre, la planète Terre est aplatie au pôle. Ça a d'ailleurs valu des missions au XVIIe siècle pour aller vérifier que le méridien, le degré de méridien n'avait pas la même longueur si on allait en Laponie et si on allait au Pérou. Et ça permet de conclure que la Terre est légèrement aplatie au pôle sous l'effet de la force centrifuge. Elle tourne en 23h56, ce qui n'est pas très rapide, mais suffisant quand même pour l'étirer d'à peu près 1/300e. Le rayon équatorial est un peu plus long que le rayon polaire, à peu près 1/300e sur la Terre. Et la gravité polaire sur la Terre n'est pas exactement égale à la gravité équatoriale. Il y a de moins des écarts à cette sphéricité pas tout à fait parfaite de la Terre. Et donc, voilà ce qu'il nous dit. Donc 3 gravités terrestres, 3 c'est en gravité terrestre, 27, 96, et vous voyez presque 700 gravités au pôle. La sonde des humains, elle est tombée pas au pôle, mais à des latitudes suffisamment élevées pour que il faut qu'ils demandent aux mesclinites d'aller la chercher. Donc on voit une planète avec une gravité plus importante, eh bien, on a déjà imaginé ça, et ça modifie considérablement évidemment tout un tas de choses. Par exemple, une planète qui a une forte gravité, eh bien, les montagnes ne peuvent pas être aussi hautes qu'elles veulent. Finalement, une montagne, c'est un empilement de cailloux, et puis le caillou du bas, si j'ose dire, si on prend des briques, on peut se dire quelle est la plus haute pile de briques qu'on peut faire sur Terre. Que ce soit une montagne un peu conique, ça ne change rien au problème. On prend une brique, on met une brique, alors on les aligne bien, on fait attention pour que ça monte haut, et puis à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? La brique que j'ajoute en plus, le poids de tout ce qui surplombe la brique du bas est suffisant pour briser la brique du bas. Donc vous mettez une brique, ça brise celle du bas, ça descend d'une brique. Vous remettez une brique, ça redescend d'une brique. Il y a une hauteur maximum qui est fixée par la gravité et par la gravité de la planète sur laquelle vous êtes, et par la résistance des briques, la résistance des roches, la résistance du bois, si vous voulez mettre en bois. Alors en bois, ça ira moins haut. En briques sur Terre, en pierre, en cailloux, c'est 15 km, la hauteur maximum sur Terre. 15 km. Et vous voyez que l'Everest, avec ses 8,8 km, eh bien, il y a quelque chose qui n'est pas si loin de la hauteur maximum. Si on compare ça à Mars, avec une gravité qui est 38% de la gravité de la Terre, la hauteur maximum autorisée sur Mars est bien plus élevée, plutôt vers 35 km ou 30 km. Et le mont Olympe, Olympus Mons, sur Mars, le grand volcan martien, fait 22 km d'altitude. Donc il est possible, il n'est pas obligatoire. Sur la Lune, gravité 1/6 de celle de la Terre, des hauteurs considérables seraient possibles. Ce n'est pas pour ça qu'il y en a des hauteurs considérables. Encore faut-il un mécanisme qui fabrique cette immensité de montagnes. Il n'y en a pas eu sur la Lune, il y a eu sur Mars ce volcan gigantesque, et sur la Terre, il y a eu l'érection de toute de l'Himalaya, avec notamment les grandes montagnes de l'Himalaya. Donc ça, c'est pour la planète elle-même. On pourrait imaginer encore plein de petites choses différentes, des planètes océans, plein de choses. Maintenant, on va s'intéresser plutôt au contexte astronomique, avec un élément qu'on retrouve très souvent dans l'exotisme astronomique des planètes non terrestres, mais où on peut vivre, donc disons la Terre ailleurs, c'est la planète à 2 soleils. Vous connaissez bien sûr Tatooine, dans Star Wars, vous reconnaissez Tatooine, je vois les jeunes gens qui reconnaissent, parfait, excellent, bonne culture cinématographique, bravo. On reconnaît direct Tatooine. Alors 2 soleils de Tatooine, c'est ça qui fait la singularité de cette planète, en plus du fait que c'est un repère de brigands et qu'il fait un peu chaud. Donc évidemment, c'est une planète un peu désertique, même beaucoup désertique. Les 2 soleils, quand on les voit sur cette image, on est un peu embêté pour les qualifier, mais enfin, n'empêche que ça ressemble pas mal à un soleil qui se couche, qui ressemble à notre soleil quand il se couche, rond et rouge, et puis un autre soleil, rond et un peu moins rouge, plutôt un peu jaunâtre, quand c'est notre soleil aussi en train de se coucher un peu avant qu'il soit trop bas sur l'horizon pour que la diffusion atmosphérique n'appauvrisse en lumière bleue la lumière qui nous vient du soleil et le rougisse par appauvrissement en lumière bleue. Et donc là,
on a 2 étoiles qui se couchent, ça pourrait être 2 fois notre Soleil. Ça pourrait être 2 fois notre Soleil. D'une certaine façon, quand on le regarde à l'œil, ça pourrait être ça. Alors, le fait qu'une planète ait 2 soleils, c'est pas du tout impossible. Dans notre galaxie, on estime que 60% des étoiles sont dans des systèmes binaires, 2 étoiles qui tournent, alors on a tendance à dire l'une autour de l'autre, on devrait dire, pour être très précis, l'une et l'autre autour de leur centre de gravité commun, et puis éventuellement d'autres planètes. Là, on a l'impression que Tatooine orbite en englobant les 2 étoiles. On appelle ça des orbites circumbinaires. On englobe les deux soleils, les 2 étoiles dans le grand cercle, disons cercle approximativement, de l'orbite de Tatooine. Alors où est-ce qu'on peut mettre Tatooine? À quelle distance il faut la mettre? Alors si on imagine que notre Terre, elle est avec son orbite telle qu'elle est là, mais à la place d'un soleil, il y en a 2, pas trop loin l'un de l'autre, et bien du coup, en gros, ça double le flux lumineux que reçoit la Terre de sa paire d'étoiles. Au lieu d'avoir un seul soleil, elle en a 2 identiques, ça double le flux lumineux. Ça, c'est catastrophique. C'est beaucoup trop de lumière pour la Terre à la distance où elle est. Ça va considérablement échauffer la surface de la Terre et on peut tout à fait se rendre compte que la Terre sera inhabitable. Avoir 2 fois le flux lumineux du Soleil pour la Terre à la distance où elle est de ce Soleil, de ces 2 soleils éventuellement, eh bien, c'est beaucoup trop. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'éloigner. Il faudrait placer Tatooine ou la Terre plus loin de ces 2 soleils qu'elle ne l'est de son unique Soleil. Combien plus loin? Eh bien, vous savez que la lumière, la luminosité d'un corps dépend de la distance qui vous en sépare et qu'une bougie vue de près ou une bougie vue à 3 km, évidemment, ça n'est pas la même chose. Et même la luminosité, alors en refaisant un peu de formule, ça dépend comme l'inverse du carré de la distance. 2 fois plus loin, 4 fois moins lumineux. Donc si votre soleil est 2 fois plus brillant, enfin votre paire de soleils vous envoie 2 fois plus de lumière, pour en recevoir autant qu'en reçoit la Terre, si ces 2 soleils sont comme le soleil de la Terre, eh bien il faut être racine carrée de 2 fois plus loin. 1,4 fois la distance Terre-Soleil pour la distance Tatooine, 2 soleils, en gros, en première approximation. Après, il faut réfléchir, il y a des petites subtilités encore. Est-ce que cette orbite est stable? On va le discuter ça tout à l'heure, pas spécifiquement sur Tatooine, mais la stabilité des orbites dans un système binaire. Et puis, est-ce que ça pourrait être pas un petit peu plus près? Puisqu'après tout, Tatooine est une planète très chaude, donc peut-être elle reçoit un petit peu plus de lumière de ces étoiles que la Terre n'en reçoit de son unique soleil. Donc, Tatooine, ça pourrait exister, tout à fait, ça pourrait exister. Dans les plus de 5000 exoplanètes que l'on connaît, eh bien, il y en a un certain nombre qui sont dans des systèmes multiples, à plusieurs étoiles. Alors, le coup de la Terre à 2 soleils, il a été fait plein de fois dans la science-fiction. Je donne quelques exemples de romans. Vous connaissez peut-être la série Heliconia de Brian Aldiss, Les 3 soleils du Vinéa. Les jeunes, lisez ça, c'est vachement bien. C'est un truc un peu de boomer, c'est 75. Et quand j'étais petit, j'adorais ça. C'est super, une héroïne japonaise, c'est extraordinaire. Liu Cixin, Le problème à 3 corps. Alors là, il fait explicitement référence à un monde à 3 corps, en fait, au trisolarien, quand même 3 soleils. Et dans Heliconia, on va discuter un peu de tout ça, les éléments que ça peut donner. Je vous recommande la lecture de ces 3 séries. Alors, le printemps d'Heliconia, l'été et l'hiver. 3 romans, et puis les 3 soleils du Vinéa, alors il y en a plein, de Yoko Tsuno, c'est super. Et puis le problème à 3 corps de Liu Cixin, il y a 2 suites, c'est un gros pavé. Le problème à 3 corps, un excellent roman. Alors, Heliconia, voilà comment ça se présente. Ça, ce que j'ai dessiné là, c'est l'Heliconia telle qu'elle va être décrite par Brian Aldiss dans son roman. Brian Aldiss n'est pas du tout un scientifique, mais il voulait faire une planète qui satisfasse à ses besoins. Il voulait une planète où il y ait un hiver très long, très froid, et un été très chaud, et assez court. Alors, par long et court, il faut comprendre qu'il se chiffre en siècles terrestres. Donc, des très longs hivers et un été très long aussi, mais moins long encore que l'hiver, mais très long, qui se chiffre en siècles. Parce qu'il voulait, à la surface de sa planète, qu'il y ait 2 espèces qui se partagent la planète, une espèce adaptée au froid, pendant que l'autre est en dormance pendant la période hivernale, tandis que quand c'est la période estivale, celle qui est en dormance hivernale se réveille et gère la planète, pendant que l'autre n'est plus en dormance, enfin se met en dormance pendant la période estivale. Il voulait 2 espèces intelligentes qui règnent, si j'ose dire, à la surface d'une planète et qui se partagent la planète selon les saisons très longues et très différentes. Donc il a imaginé, en bleu, on voit ici la planète, l'étoile Frère, il l'appelle Frère, une géante bleue autour duquel orbite l'étoile Batalix, qui est une étoile de type solaire. Et vous voyez que les unités, la 236 unités astronomiques, l'unité astronomique, c'est la distance moyenne Terre-Soleil, donc on a une orbite extraordinairement allongée pour l'étoile Batalix qui tourne autour de la massive étoile Frère. Et l'écartement, c'est la taille complète, c'est un petit peu moins de 1000 unités astronomiques. La taille du système solaire, le rayon du système solaire, c'est, on va dire en chiffre rond, une trentaine d'unités astronomiques, enfin jusqu'à Neptune, et puis on peut prolonger un petit peu, mais disons une trentaine d'unités astronomiques, et si on prolonge un peu, on arrive à, mettons, 100 unités astronomiques, on est déjà pas loin des frontières du système solaire.
Donc là, on a un système extraordinairement grand. Il donne toutes ces informations que je donne, les températures, les rayons, etc. Il les donne. Et je peux vous dire, tout est cohérent. Les valeurs entre elles, je ne rentre pas dans les détails, tout est cohérent. Et autour de Batalix tourne Heliconia. Voilà, c'est ça, la planète Heliconia. Il y a d'autres planètes, il y a Copèze, Arganippe et Hippocrène, 3 autres planètes qui tournent autour d'Heliconia, mais celle qui nous intéresse, Heliconia, et qui tourne un peu loin d'Heliconia, 1,26 fois le rayon d'orbite de la Terre autour du Soleil, autour d'une étoile qui est un petit peu moins lumineuse. Heliconia, 80%, 0,8, 80% de la luminosité du Soleil. Donc Heliconia n'est pas très éclairée, enfin moins éclairée par son Soleil principal, si j'ose dire, par Batalix, que ne l'est la Terre. Donc Heliconia, elle a déjà un minimum de lumière qui vient de Batalix. Et puis quand elle est très loin là-bas, elle reçoit très peu de choses de Frère. Frère, c'est 60 000 fois la luminosité du Soleil. On peut difficilement sous-estimer l'imposance, si j'ose dire, la magnitude de cette étoile. C'est une étoile géante, une super géante bleue. Je ne recommande pas de tourner trop près d'une étoile comme ça. 60 000 unités de Terre, d'être à quelques centaines d'unités astronomiques, c'est une bonne idée, quoi. Quand vous êtes à 100 unités astronomiques, vous recevez 6 fois le flux lumineux du Soleil. À 100 unités astronomiques d'une étoile comme une supergéante bleue, on peut recevoir plusieurs fois le flux lumineux solaire que reçoit la Terre. Alors donc, on peut calculer, ça c'est des petits calculs, je vous fais grâce des détails, là, je ne vais pas vous embêter tout le temps avec les calculs quand même. L'insolation, là, le flux lumineux que reçoit Heliconia, il varie entre 62 et 157% du flux que reçoit la Terre. 62%, c'est la période évidemment hivernale, très froid. Et 157%, il fait beaucoup plus chaud, c'est presque 2 fois ce que reçoit la Terre, là c'est vraiment chaud. Et on peut même calculer, c'est un peu masqué, la température d'équilibre. Eh bien, la température d'équilibre d'Heliconia, en imaginant que Heliconia est une atmosphère qui ressemble à celle de la Terre, elle varie entre moins 18 degrés Celsius au plus froid et plus 49 degrés Celsius au plus chaud. Donc on a bien tout ce qu'il faut, on peut vérifier qu'effectivement le monde qu'a voulu Brian Aldiss et qui a été conçu par un astrophysicien, dont il donne les paramètres, mais il ne rentre pas dans les détails, on peut vérifier qu'il y a une cohérence, évidemment ça a été fait pour être cohérent et ça se passe pas mal. Et Heliconia est le roman après extrêmement intéressant à lire. Et surtout, il y a une phrase qui est intéressante, qui est tirée d'Heliconia, que je vous lis, et qui, en fait, en tire des considérations. C'est-à-dire qu'à la fois cette situation un peu curieuse où la planète est partagée par 2 espèces intelligentes et qui pourraient se détruire l'une l'autre pendant que l'une est en dormance, on va dans leur terrier, si je veux dire, on va dans leur zone où ils sont en dormance et puis on les dégomme pour garder la planète pour soi. Mais en fait, non, parce qu'ils en tiennent compte, ils s'occupent de cette planète pendant la période hivernale ou pendant la période estivale. Il y a une sorte de commensalité, cette planète, il faut faire avec les autres et se débrouiller, mais quand on dort, ils se font des plans et quand eux dorment, c'est nous qui faisons des plans. Donc il y a toute une histoire extrêmement intéressante et voilà ce que dit Brian Aldiss. Nos 2 soleils, donc là c'est une réflexion plus philosophique, nos 2 soleils ont été placés dans nos cieux pour nous rappeler constamment notre double nature, esprit et corps, vie et mort, et les dualités plus générales qui gouvernent l'existence humaine, chaleur et froid, lumière et obscurité, bien et mal. Et on voit qu'il y a cette histoire-là, il y a une volonté finalement philosophique que la configuration astronomique va imposer, il n'y a pas eu besoin de ça sur Terre, pour ces dualités-là, mais que la configuration astronomique impose finalement des conséquences philosophiques sur la façon que ces êtres ont de se représenter, leur position dans le cosmos et leur interaction entre eux et avec le cosmos. Et donc c'est ça aussi qui va être intéressant, c'est que ça aura des conséquences sur nos représentations. Et on va le voir tout à l'heure très concrètement. On peut en imaginer une tout à l'heure. Alors voilà une autre, je ne rentre pas dans les détails, ça c'est Al Clément encore lui. Voilà des dessins, c'est des dessins qui sont faits à la main. Bon, je donne un peu ça, c'est pour montrer Xi des Bouviers, l'étoile Xi de la constellation du Bouvier qui existe vraiment, mais qui n'est pas du tout comme l'a décrit Al Clément. Bref, plein de choses. Il raconte ça parce qu'il veut faire un système un peu original avec plein de choses. Et notamment dedans, ce qui est intéressant, c'est qu'il met l'objet Creek, qui s'appelle Creek, qui fait 3200 masses terrestres pour 5 rayons terrestres. Et quand Al Clément publie ça en 1960, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de comprendre qu'il y a beaucoup de ces objets compacts qui pèsent beaucoup et qui n'ont pas une grosse taille. Des objets compacts comme les étoiles à neutrons, mais avant ça, les naines blanches. Et on commence à découvrir, on a réalisé déjà, notamment avec Sirius B, on a déjà commencé à réaliser qu'il y avait des étoiles très bizarres, extraordinairement denses et si denses qu'on était tout à fait incapable de décrire leur état matériel quand on les découvre, quand on comprend ça à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et donc là, il voulait mettre en scène une histoire, un astre, une planète extraordinairement dense, un astre extraordinairement dense, tel que ceux qui étaient observés par les scientifiques et qui commençaient à être compris. Dans les années 60, on commence à comprendre un peu ces objets.
Alors, il y a aussi dans Avatar, évidemment, ça se passe Avatar dans le film de James Cameron, ça se passe dans Alpha du Centaure, Alpha la plus brillante de la constellation du Centaure, qui est un système double, Alpha A et Alpha B, et sans doute avec Proxima du Centaure qui forme un système triple peut-être, mais Proxima qui est vraiment éloigné, bien plus éloigné que ne le sont Alpha A et Alpha B. Ça, c'est une image qui est tirée de l'introduction du film, enfin, du trailer, de la bande-annonce du film, où on nous dit, voilà, et tout ce qui est dit là, évidemment, ils ont regardé dans des catalogues, hein, ils ont recopié ce qu'il y avait dedans, et c'est tout à fait raisonnable, ce qui est décrit. Cette fois-ci, ce n'est pas une planète, hein, Pandora n'est pas une planète, c'est le satellite d'une planète qui s'appelle Polyphème, qui est une géante gazeuse, semble-t-il, qui ressemble beaucoup à Jupiter. Enfin, quand on la voit, c'est Jupiter peint en bleu avec Photoshop, quoi, hein, parce que cette grande tache rouge là, cette grande tache bleue, c'est la tache rouge de Jupiter. Hein. Manifestement, ils ont pris Jupiter, ils ne sont pas embêtés, ils ont eu raison. Il y a des très belles images de Jupiter, et on peut faire à peu de frais une planète parfaitement plausible. Et puis, ils ont représenté Pandora, qui du coup n'est pas une Terre, au sens une planète, mais un satellite d'une planète. Alors, il y aurait plein de discussions à dire sur l'ensoleillement, l'insolation hein, de Pandora, parce qu'elle est éclairée, bien sûr, par 2 soleils. Elle est à 2 soleils, mais en plus, elle tourne autour de cette géante gazeuse qui elle-même renvoie la lumière pour partie vers Pandora, comme la Lune renvoie pour partie la lumière du Soleil vers la Terre, sauf que Polyphème, c'est pas la Lune. Donc, plein de choses à dire là-dessus. Je ne rentre pas dans les détails, j'ai fait une conférence là-dessus il y a quelques années. Elle est encore disponible pour ceux que ça intéresse. Peut-être on la trouve sur le web, sur Avatar, l'analyse de ça. Et ce qui est intéressant surtout, c'est pour commencer à évoquer, mais où est-ce qu'on met cette planète finalement? Tout à l'heure, on a dit Tatooine, elle avait l'air de tourner parce qu'on les voit angulairement proches dans le ciel. Et on se dit, elle doit tourner autour des 2 étoiles à la fois. Et c'est plutôt un bon choix si on veut une orbite stable. Parce que on a montré, c'est Poincaré qui a montré que dans un système à 3 corps restreints, c'est-à-dire 2 corps principaux, 2 soleils, on va décrire ce dessin dans un instant, 2 soleils et puis un 3e corps, une poussière, une planète. Et puis qu'est-ce qui lui arrive à cette planète? Eh bien, c'est pas si simple, et il peut y avoir des tas d'orbites qui sont instables, et même le mouvement typique est plutôt chaotique, et ça veut dire dépendant, très sensible aux conditions initiales. Il suffit de changer un tout petit peu la vitesse ou la position initiale, ou de modifier sur son orbite un tout petit peu la position ou la vitesse de la planète pour qu'elle change d'orbite complètement, et éventuellement elle est éjectée. Donc il n'y a pas 50 solutions pour être dans des orbites stables, dans un système à 2 soleils. Il n'y a pas 50 solutions. Bon, il y en a 2 qu'on va tout de suite évoquer, qui sont être en orbite autour de la première étoile ou de la 2e étoile, assez proche. Et éventuellement, si cette étoile est un peu brillante, ça peut être trop proche pour que de la vie s'y développe. Donc c'est un peu fâcheux. Si vous voulez mettre la Terre trop proche du Soleil, ça ne va pas aller. Mais il y a aussi les orbites circumbinaires, c'est un peu sur ce dessin, les grands cercles pointillés qu'on voit et qui seraient très extérieurs. Ce n'est pas les orbites qui sont représentées là, mais ça pourrait suivre ce genre d'orbite. Des grands cercles extérieurs qui englobent les 2 étoiles à la fois. Ça, c'est ce qu'on appelle les orbites circumbinaires. On a vu des exoplanètes dans les 2 types d'orbites, soit très proches d'une étoile pour finalement ne pas trop être influencées par l'autre, soit englobant les 2. Et puis, il y a aussi des points d'équilibre, 5 points d'équilibre. Alors là, dans ce dessin-là, l'étoile 1 et l'étoile 2, elles tournent autour de leur centre de gravité commun, qui est le point rouge. Et il y en a une qui est légèrement plus massive, c'est l'étoile 1, parce que le centre de gravité est un peu plus près de l'étoile 1 que l'étoile 2. Là, en fait, c'est un dessin que j'ai représenté en mettant les masses respectives de Alpha du Centaure. Et, premièrement, on est donc avec ce système à 2 étoiles, elles tournent autour de leur centre de gravité commun, mais là, on est représenté dans ce qu'on appelle le référentiel tournant, le référentiel, le manège, qui tourne avec les 2 étoiles à la fois. Dans ce référentiel, les 2 étoiles sont fixes. Je tourne avec les 2 à la fois, et donc quand je les regarde, je les vois fixes. Mais je peux me demander où vais-je être à l'équilibre sur l'ensemble des forces qui s'exercent sur moi. Il y en a au moins 2 qui sont évidentes, la gravité de la planète de l'étoile 1, la gravité de l'étoile 2. Mais il y a encore la force centrifuge qui s'exerce sur vous, parce que vous êtes dans un manège qui tourne avec les 2 étoiles. Donc sous l'influence de ces 3 forces, il y a 5 positions d'équilibre, qui ont été déterminées par M. Lagrange, calculées par M. Lagrange en 1776, qui sont L1, L2, L3, L4, L5. L comme Lagrange, 1, 2, 3 qui sont alignés avec les 2 étoiles, L4 et L5 qui font exactement un triangle équilatéral. Exactement un triangle équilatéral, avec les 2 étoiles. Et on peut montrer que ce sont des positions d'équilibre. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'elles sont définies. C'est-à-dire, je suis pile dessus, j'y reste. La somme des forces qui exercent sur moi vaut 0, je suis pile dessus, je reste fixe dans le référentiel tournant, et puis si je regarde de l'extérieur, je vais tourner dans ce référentiel, je vais tourner au rythme des 2 étoiles autour de leur centre de gravité commun. Mais L1, L2, L3 sont des positions d'équilibre instables.
Ça veut dire que si on n'est pas pile dessus, si on est un tout petit peu à côté, s'il y a une toute petite perturbation, on va s'éloigner indéfiniment, éventuellement être éjecté du système. Donc L1, L2, L3, c'est pas du tout un endroit où on peut mettre une planète. Je ne recommande pas du tout ces endroits-là. L1 et L2, si on prend le cas, au lieu de prendre étoile 1, étoile 2, comme alpha du Centaure, si on prend Soleil, Terre, on peut faire le même calcul pour Soleil, Terre, alors sauf que le centre de gravité, le point rouge, il est à l'intérieur du Soleil, à 400 km du centre du Soleil, dans le Soleil, et le point L1, il est très proche de la Terre, à 1 500 000 km de la Terre, le point L2, pareil. Il s'est rapproché de la Terre, étoile 2, ça veut dire la Terre, pour cette situation-là. Et les points L1 et L2, ils sont utilisés, c'est là où on met des télescopes orbitaux pour observer le Soleil, dos à la Terre face au Soleil en permanence, ou observer l'univers, dos à la Terre, dos au Soleil, face à l'univers en permanence. C'est là, en L2, qu'a été mis le télescope spatial James Webb. C'est là qu'a été mis le satellite Planck qui est observé, qui maintenant, de fond, n'est plus en fonction, mais qui observe les fonds diffus cosmologiques. En L3, il n'y a pas grand-chose à faire non plus a priori parce que c'est un point instable. On a imaginé un temps que c'est là où pourrait être l'antiterre. L'antiterre, c'est la planète qui existe et qu'on ne voit jamais parce qu'elle est toujours de l'autre côté du Soleil. Donc c'est facile, vous pouvez en parler sans crainte d'être réfuté. On ne la voit jamais, mais elle est là. Je vous le dis, moi qui suis astrophysicien chauve et barbu. D'accord ? Donc il y a l'antiterre. Bon, évidemment, on s'est rapidement rendu compte, sans besoin d'y aller, que s'il y avait une planète en L3, cette position d'équilibre est instable et boum, elle est éjectée. Et s'il y en a eu une, si tant est qu'il y en ait une, adieu, elle est partie. En revanche, L3, c'est intéressant. Si vous êtes une flotte d'invasion intergalactique, interstellaire du système solaire, vous arrivez en vous positionnant vers L3. Comme ça, il y a toujours entre la Terre et vous, il y a toujours le Soleil qui s'interpose. Ces naïfs de terriens ne vous voient pas arriver. Vous accumulez votre flotte intergalactique en L3. La durée typique d'instabilité, c'est quelques siècles. Donc, vous pouvez être là tranquille, quoi. Alors que L1 et L2, les durées, en tout cas pour le système Terre-Soleil, les durées d'instabilité pour L1 et L2, c'est plutôt l'ordre du mois. Donc, c'est beaucoup plus court, le temps typique d'écartement de la position d'équilibre. Vous accumulez votre flotte et vous bondissez d'un moment sur ces naïfs d'humains. Donc L3, ça pourrait servir. Donc il faut quand même avoir un œil sur L3, on ne sait jamais. Bon, il y a les satellites stéréo qui observent le Soleil 60 degrés en avant et 60 degrés en arrière de la Terre et qui tournent avec la Terre et qui observent le Soleil, ils voient aussi L3, donc ça va. Enfin, ils regardent le Soleil, en fait. Et ils sont où, ces satellites ? Eh bien, ils sont sur des orbites qui sont autour de L4 et de L5. Ça permet de tourner avec la Terre autour du Soleil, de regarder, de voir toujours la Terre et le Soleil toujours sous le même angle, de 60 degrés, à peu près 60 degrés Celsius, et L4 et L5 sont des positions d'équilibre stables. Si on s'en écarte un peu, on reste autour. Il y a des subtilités sur lesquelles je ne rentre pas, mais si on s'en écarte un peu, on reste autour. Et donc, on pourrait imaginer une planète en L4 ou en L5, et qui verrait ces deux étoiles sous un angle de 60 degrés en permanence dans le ciel. Ce n'est pas le cas de Tatooine, parce qu'on voit l'angle est beaucoup plus petit, semble beaucoup plus petit que 60 degrés. L4 et L5, dans le cas du système Soleil-Jupiter, eh bien, c'est là où se trouvent les satellites qu'on appelle troyens de Jupiter, qui sont des astéroïdes qui accompagnent Jupiter, son orbite, un peu devant et un peu derrière. Dans le cas du système Soleil-Terre, il y a un satellite qu'on appelle un quasi-satellite, qui s'appelle Kruitn, et qui tourne, qui a une orbite qui passe un peu autour de L4 de la Terre, un peu autour de L5 de la Terre, et qui est quelque chose qui accompagne la Terre. Ce n'est pas vraiment un satellite de la Terre au sens de la Lune, mais qui accompagne la Terre avec exactement la même période dans son mouvement autour du Soleil. Donc il ne faut pas être n'importe où. Vous avez compris, il ne faut pas être n'importe où. Et le point de Lagrange L1, il a aussi un intérêt. Imaginez encore que étoile 1, ça soit la Terre maintenant, et que étoile 2, ça soit cette fois-ci la Lune, et que vous vouliez aller de la Terre à la Lune, il y a un endroit très pratique dans ce paysage où il y a un gros puits de potentiel gravitationnel, un gros puits de la gravité de la Terre, la zone blanche, un puits plus petit, mais assez significatif, qui est celui de la Lune, la zone blanche à droite, et puis le reste, c'est une sorte de paysage montagneux, gravitationnel et de force centrifuge, n'oubliez pas, gravitationnel Terre, Lune et force centrifuge. Et dans ce paysage montagneux, il y a des cols où il est pratique de passer. L1, c'est un de ces cols. Et quand on va sur la Lune, c'est pratique de passer au voisinage de L1. C'est un col, il y a juste à monter là. Une fois qu'on a passé le col, on retombe, si j'ose dire, on tombe et on va vers la Lune. Il faut bricoler encore un peu, c'est pas fini. Mais c'est un peu comme ça qu'on va vers la Lune en passant par L1. Et si maintenant, il y a deux étoiles, on prend ce cas à deux étoiles, et puis imaginez que l'étoile 1, légèrement plus massive, va évoluer un peu plus vite, va devenir une géante rouge plus vite, parce qu'elle est plus massive, donc sa durée de vie sera plus courte que l'autre étoile, que l'étoile 2. Et en étant une géante rouge, elle va se gonfler, peut-être jusqu'au point, voilà, je vois quelqu'un qui a compris l'idée, peut-être se gonfler jusqu'à remplir ce qu'on appelle son lobe de roche, la larme qui fait le tour L1 et le tour de l'étoile 1 et qui revient à L1.
qu'elle peut remplir son lobe de roche. Et si ça se produit, il y a un peu de matière qui peut être siphonnée de la première étoile vers la deuxième étoile. Et regardez le dessin que fait dans Yoko Tsuno Roger Leloup, les 3 soleils de Vinéa. Il y a 2 soleils, un soleil qui grossit et qui est mangé par l'autre soleil. Et Vinéa est une planète dans ce système à 3 soleils, mais autour de ces 2 soleils-là, et qui se retrouve bien embêté parce que ce soleil qui grossit, d'abord sa luminosité augmente, ce qui est déjà très fâcheux, mais surtout la matière qu'il absorbe. Alors vous voyez que là, la façon dont c'est dessiné, il n'a pas, Roger Leloup ne savait pas l'existence du point de Lagrange-L1, mais dans l'idée c'est ça, cette matière est absorbée par l'autre étoile parce que l'autre gonfle, elle se vidange sur l'autre et ça peut créer un phénomène tout à fait spectaculaire qui peut déclencher des réactions nucléaires de surface, ces phénomènes qu'on appelle nova. Et voici une vue d'artiste où on a cette géante rouge qui déverse sa matière, la gonfler. En fin de vie, une étoile de type solaire va gonfler, son rayon va augmenter d'un facteur qui peut atteindre de 50 à 100 fois le rayon du Soleil pour une étoile comme le Soleil, et puis potentiellement se vidanger en passant par le point de Lagrange L1, si tant est qu'elle est un compagnon, se vidanger sur son compagnon. Et ce compagnon, si c'est une étoile naine blanche, une étoile qui a déjà évolué en réalité, qui était déjà arrivée à son stade d'évolution, eh bien la matière tombe sur la naine blanche, et en tombant sur la naine blanche, l'hydrogène, c'est ça la matière extérieure de l'étoile principale, qui tombe sur la naine blanche, peut déclencher des flashs de combustion thermonucléaire de surface qui font monter d'un facteur 50 à 100 000 la luminosité de la toute petite naine blanche et produire le phénomène de nova. Si la masse qui arrive sur la naine blanche est trop importante, et là la masse de la naine blanche va augmenter puisqu'il y a de la matière qui tombe dessus, si cette masse augmente trop, eh bien la naine blanche peut exploser dans un phénomène qu'on appelle supernova de type 1A. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà un peu une petite vue d'artiste, un petit dessin un peu plus technique qui montre comment ça peut se passer, représenter comment ça se passe. Le siphonnage de l'étoile qui grossit en taille, mais pas en masse, qui grossit en taille à la fin de son évolution et qui se fait siphonner sa matière. Donc évidemment, Vinéa, ce n'est pas un endroit que je recommande. Je ne recommande pas en général être en orbite autour d'ailleurs d'une étoile massive géante. Tout à l'heure, on parlait de Frère et Batalix. Frère, elle faisait quelque chose comme 60 000 luminosités solaires. Elle ne faisait que quelques fois la masse du Soleil. Donc sa durée de vie, elle est typiquement 10 000 fois plus courte que celle du Soleil. Au lieu d'être 10 milliards d'années, elle va être de l'ordre du million ou quelques millions d'années. Ça, c'est très fâcheux. Quelques millions d'années, c'est-à-dire qu'elle va exploser sans doute en supernova de type 2 cette fois-ci. Et donc, je crains le pire pour Heliconia. Quelques siècles, d'accord, mais pas des millions d'années. Donc ça pose la question, cette étoile qui a une durée de vie courte, comment peut-elle accueillir une planète ou même un système planétaire, Batalix et Heliconia, qui abrite la vie, qui a mis du temps pour se développer sur Terre, sans doute quelques centaines de millions d'années. Si la durée de vie de l'étoile n'était de quelques millions ou dizaines de millions d'années, ça semble assez compliqué pour qu'en orbite, même correctement positionnée, si j'ose dire, même en orbite correctement positionnée, la vie puisse se développer à la surface d'une planète autour d'une étoile qui a une durée de vie si courte, de quelques seulement dizaines de millions d'années. Alors on pourrait s'imaginer si la Terre avait 3 soleils. Comment on met 3 soleils en orbite et après comment on met la Terre là-dedans? Déjà, juste mettre 3 soleils en orbite, c'est pas si simple. 3 soleils, ça ne veut pas dire 2 et une poussière, comme le problème restreint à 3 corps, 2 masses importantes, les 2 étoiles, et puis une poussière qui est la planète, et puis on voit un peu comment ça se passe, et avec les points de Lagrange et toute cette discussion de Lagrange. Cette fois-ci, c'est 3 soleils, donc des masses qui sont comparables. Une réponse était apportée par Euler, 2 solutions étaient apportées, l'une par Euler et l'autre par Lagrange. La réponse apportée par Euler, la voici, un dessin. 3 planètes dont les masses M1 et M3 sont dans un rapport 1, 2, 3. Et il y en a une qui pèse 1, l'autre qui pèse 2 et l'autre qui pèse 3. Par exemple, une masse solaire, 2 masses solaires, 3 masses solaires, par exemple. Eh bien, il y a des orbites, c'est possible d'avoir des orbites où elles sont toujours toutes alignées. Les 3 planètes ont des orbites stables, toujours alignées. C'est assez étonnant, mais il faut bien régler le système. S'il y a la plus petite et plus petit écart aux conditions initiales pour faire ça, le système se déstabilise, il ne reste plus que 2 soleils et puis un troisième est éjecté. Autre solution tout à fait intéressante, une solution en triangle équilatéral, cette fois-ci avec 3 masses identiques, qui forment toujours un triangle équilatéral, qui ont des orbites elliptiques autour de leur centre de gravité commun, et le triangle équilatéral, il tourne, il se diminue, il grandit, il diminue, il grandit. C'est assez fascinant. Et puis, ça c'est les 2 seules solutions exactes que l'on connaissait. Dans un problème à 2 corps, le Soleil et la Terre, ou à 2 soleils, on sait résoudre exactement les équations depuis Newton. C'est ce qui a fait d'ailleurs le succès de la théorie de Newton. Mais à 3 corps, on ne sait pas le résoudre, on ne peut pas le résoudre, et Poincaré a montré en plus que c'était chaotique, il y avait des solutions étaient éminemment sensibles aux conditions initiales. Eh bien, il y a eu découverte en 2000 par Alain Chancinet et Robert, je crois, Montgomery, et qui avait été un peu imaginé, mais ça a été démontré proprement par Chancinet en 2000 et imaginé par Moore en 1993,
un système à 3 soleils de masse identique qui tournent sur une orbite en forme de 8, qui semblent se poursuivre l'un l'autre. Là, le mouvement, ce n'est pas des points qui bougent sur un 8 pour faire joli. Ils bougent sous l'effet de leur gravité mutuelle. Ils bougeraient comme ça si c'est parfaitement réglé du point de vue condition initiale, position et vitesse des 3 corps, parfaitement réglé. Ils se poursuivent l'un l'autre, cette orbite en forme de 8 comme une jonglerie, exactement, comme une jonglerie. Mais là, ce n'est pas une jonglerie cinématique, par l'habileté du jongleur, c'est une jonglerie gravitationnelle. C'est la gravitation qui règle ça. Eh bien ça, Champsinet et Montgomery, figurez-vous que dans son roman, Liu Cixin, il les cite explicitement. C'est assez fascinant. Dans son roman, il fait allusion à Alain Champsinet et à Richard, c'est Richard Montgomery, je me suis appelé Richard Montgomery. Il évoque leur travail pour le système Trisolaris, dont les extraterrestres qui vont visiter la Terre plus tard, je ne vous raconte pas toute l'histoire pour ne pas vous la gâcher, bien, ils ont un système à 3 soleils et ils sont dans un système avec une orbite qui pourrait être évoquée, que certains évoquent sur Terre comme une orbite en forme de 8, la fameuse orbite de Champsinet-Montgomery. Vous voyez, donc c'est assez fou de voir que dans cet auteur de science-fiction chinois, grand succès, hein, ce roman-là, en France, aux États-Unis, en Chine, grand succès, eh bien, explicitement il fait ça. Alors on va voir qu'il y a d'autres solutions possibles, qui ont été notamment cartographiées, pas cartographiées, mais nommées et répertoriées par un mathématicien catalan qui s'appelle Carlos Simó, et qui a commencé à répertorier un certain nombre de ces configurations gravitationnelles à beaucoup de corps, 3 corps, des étoiles, de corps comparables, hein, pas le système restreint où il y a 2 corps principaux et une poussière, mais qui est là et qui subit l'influence des 2 autres, des 3 vrais corps de masse, disons, comparables, et qu'il a appelé ça les chorégraphies. Les chorégraphies, on va voir ça dans un instant. Alors un système à 6 soleils, voilà dans ce roman de Isaac Asimov et Robert Silverberg, Nightfall, un système à 6 soleils, donc grossièrement schématisé, il y a Onos et il y a Kalgash et Dovim, 2 petits soleils. Kalgash est une planète et qui tourne avec un petit soleil rouge, un petit soleil rouge s'appelle Dovim, autour de Onos, et puis à côté il y a 4 soleils, et puis je vois il y a le dessin, vous avez compris l'idée, qui englobe tout ça. Eh bien, la configuration de Kalgash, alors elle s'appelait Lagash, là c'est un roman qui a été écrit avec Robert Silverberg. En fait, Nightfall, ça a été écrit d'abord sous forme d'une nouvelle par Isaac Asimov, et ensuite qui s'appelle Quand les ténèbres reviendront, le titre français, Quand les ténèbres reviendront, qui a été publié en 1941, et après il en a fait un roman, et le twist de l'histoire, c'est cette planète, Kalgash, Lagash, a 6 soleils, et comme elle a 6 soleils, il fait toujours jour. Il n'y a pas de nuit sur cette planète, sauf une fois tous les 2049 ans, où la lune de Kalgash éclipse l'unique soleil encore levé à ce moment-là. Il y a toujours au moins un soleil dans le ciel de Kalgash, il fait toujours jour, alors des crépuscules ou des jours différents, selon qu'il y a beaucoup ou pas beaucoup de soleil, et tous les 2049 ans, il y a une éclipse qui se produit et la lune de Kalgash masque le soleil, le dernier soleil visible dans le ciel. Et évidemment, il se passe des catastrophes pas possibles, puisqu'ils n'ont jamais vu littéralement le ciel dans lequel ils sont. Et donc vous imaginez, un ciel, vous ne savez même pas que les étoiles existent. Imaginez. Parce qu'il y a toujours jour, il fait jour et vous ne voyez jamais les étoiles. Alors en fait, l'astrophysicien Sean Raymond, qui travaille à Bordeaux, le centre de Bordeaux, il a un site, je vous recommande vivement, planète.eu, sur les exoplanètes, un site dont on peut difficilement sous-estimer la qualité. Et il a montré que dans le système tel que le décrit Asimov et Silverberg, eh ben en fait, la plus grande période sans obscurité n'est que de 2 mois. Merde, ils n'ont pas assez bossé. Alors je dis, bon, ils n'ont pas assez bossé, bon, on ne peut pas leur en vouloir. Après tout, le plot twist de l'histoire, ils le gardent, et c'est pas très grave, si ça ne marche pas, c'est pas très important. Mais alors il ne s'est plus quand même à essayer d'imaginer un système, vous le trouverez sur son site, un système à 6 soleils qui a la plus longue durée d'obscurité possible. Il a réussi, sa meilleure tentative, c'est une nuit tous les 600 ans. Une nuit, ça veut dire 0 soleil dans le ciel de la planète tous les 600 ans. Avec un système stable, attention, il faut que les orbites soient stables, hein, c'est pas si simple de faire ça. Vous avez remarqué comment c'est fouchi. Bon, ça tourne en gros autour de l'un, et puis il y a tout un bazar de soleil qui tourne plus loin. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans ce système, hein, le système sextuple TIC 7037, enfin bref, un numéro de catalogue infernal, dans l'Éridan, ben voilà, il y a 6 soleils. Il y a 3 paires, il y a une double paire et une autre paire, et ils tournent autour de ça, il y a toute une orbite qu'on a réussi à reconstituer. Oui, alors Alcol-Mizar, il y a aussi, comment il s'appelle, Castor.
Donc il y a des systèmes à 6 soleils. Voilà, il y a des systèmes à 6 soleils. Alors j'ai pris celui-ci parce qu'il ressemblait pas mal à la façon dont Asimov décrivait son propre système. Alors le coup des éclipses, c'est intéressant ça aussi, l'air de rien. Là, l'éclipse, elle fait un phénomène incroyable. D'un coup, il fait nuit et les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Ça fait 2049 ans qu'on n'a pas vu de nuit, on ne sait pas ce que c'est, et dans les archives, il y a eu des problèmes. Quand on exhume les archives, on voit qu'il y a eu des incendies, des guerres, il s'est passé un truc, quand on fait de l'archéologie sur Calgache, il y a eu des problèmes, donc ils ne sont pas très rassurés. Alors les éclipses, ça compte. Et il se trouve que sur Terre, c'est la seule planète où on peut voir une éclipse totale de Soleil, un peu digne, avec la Lune qui se trouve être 400 fois plus petite que le Soleil à peu près, mais aussi 400 fois plus proche. Alors si on est sur Mars, ça fait ça. Ça, c'est une orbite, un transit de Phobos en temps réel, qui a été observé en 2002, qui dure 35 secondes. C'est sympa, mais c'est pas comme une orbite, c'est pas comme une éclipse totale de Soleil. Donc ça, c'est un film réel d'un transit de Phobos qui a été filmé par Perseverance en avril dernier. Voilà ce que ça donne en vrai. C'est cool, quoi. On aimerait être sur Mars pour voir ça, mais enfin, je veux dire, l'éclipse totale de Soleil, c'est pas mal aussi. Et quand on réalise sur Terre ce qu'ont apporté les éclipses de Soleil scientifiquement, mais aussi ce qu'elles ont eu comme conséquence simplement politique, une éclipse qui se produit pendant une bataille ou qui se produit à un moment donné d'un empire antique, eh bien, ça a des conséquences. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Ça effraie un peu tout le monde. Est-ce que c'est pas la chute de l'empire? Est-ce que ça annonce pas? Est-ce que c'est pas un mauvais présage? Donc, les éclipses ont eu des conséquences très concrètes, disons, on va dire politiquement, socialement, mais elles ont aussi des conséquences très concrètes scientifiquement. Par exemple, la découverte de l'hélium par Jules Janssen en 1968, par spectroscopie de la couronne solaire qu'on ne pouvait à l'époque observer que pendant les éclipses totales de Soleil. Maintenant, on a les dispositifs, ça y est, le nom m'échappe, les dispositifs qui permettent de masquer artificiellement le disque du Soleil, les coronographes, pour voir la couronne du Soleil. On a pu raffiner la théorie de la Lune. Raffiner, ça veut dire comprendre le mouvement de la Lune autour de la Terre. Eh bien oui, parce que vous calculez l'éclipse, le jour et l'heure dite et les lieux sur Terre, et puis si ça ne se passe pas exactement comme vous avez dit, un peu plus longue, un peu plus au nord, vous devez modifier votre compréhension de l'orbite de la Lune grâce aux éclipses. Et puis, on a pu mesurer le ralentissement de la rotation de la Terre, comme ça. Avoir une estimation séculaire à l'échelle des siècles, parce que, tout simplement, on a pu redéterminer des éclipses historiques qui étaient décrites dans des textes, par exemple des textes babyloniens. Il y a une éclipse en 4e siècle, je crois, dans le 4e siècle avant notre ère, qui s'est passée à Babylone. On sait où c'est Babylone. Alors on calcule avec les modèles, l'IMCCE, ils sont présents ici, les gens de l'Institut de mécanique céleste, calculent les éphémérides, c'est des grands maîtres de ça. Ils refont le calcul, ça tombe pas à Babylone. Bon, c'était il y a longtemps déjà, parce qu'on a corrigé ça depuis longtemps. Et pourquoi ça ne tombe pas à Babylone? Parce que, pourtant, on a bien calculé, nous, on sait bien calculer les éclipses. Pourtant, ils l'ont dit, dans les textes, c'est dit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si la Terre s'est ralentie un petit peu, si elle était plus rapide, sa rotation était un peu plus rapide sur elle-même dans le passé, il y a quelques siècles dans le passé, de quelques secondes, quelques dizaines de secondes, ça suffit pour que l'ombre de la Lune soit au bon endroit, soit à Babylone plutôt qu'à côté. Et donc, comme ça, vous pouvez recaler les modèles de rotation de la Terre. Et on a aussi d'autres moyens, par les stries qu'on a dans les pousses de coraux anciens, dans les stromatolites. Enfin, il y a d'autres moyens sur les échelles beaucoup plus longues, du million d'années. Mais on a pu, comme ça, mesurer le ralentissement de la rotation de la Terre 2 millisecondes par siècle, qui a une conséquence. L'éloignement de la Lune d'environ 3,8 cm par an. La Lune s'éloigne. Et dans 600, 500, 600 millions d'années, eh bien, la Lune sera suffisamment lointaine de la Terre, suffisamment éloignée pour qu'elle ne puisse plus exactement masser comme elle le fait parfois le disque du Soleil. Il n'y aura que des éclipses annulaires, ça sera fini. Dans 500 millions d'années, c'est fini des éclipses totales de Soleil. D'accord? Donc profitez-en. La prochaine, c'est en Espagne, je crois, non? Enfin, la prochaine facile d'y aller sans prendre l'avion, c'est en Espagne en 2026. Pas très longtemps. La prochaine en France, faut faire un effort, la jeunesse le verra. 2061, eux ils verront, qui programment le coup. Nous, déjà, c'est moins clair. Enfin, moi, en tout cas, c'est déjà moins clair. En 2061, Papy Le Houx, peut-être il verra l'éclipse, mais ça va pas être facile. Et puis, déviation, alors on le voit pas, déviation de la lumière par les masses. Pendant une éclipse totale de Soleil en mai 1919, Eddington a constaté que la position relative d'étoiles proches du limbe solaire masquée par la Lune, donc on pouvait observer les étoiles, n'était pas exactement celle des mêmes étoiles quand le Soleil était sorti, 6 mois avant. Et que ces positions étaient très exactement correspondantes à ce que la théorie d'Einstein nouvellement produite en 1915 de la gravitation d'Einstein, prédisant la déviation de la lumière par les masses et donnant la déviation maximum pour le Soleil de un peu moins de 2 secondes d'arc, eh bien ça collait à peu près à ce que racontait Einstein. Il y avait une sorte de manière de confirmation, on augmente la confiance dans la théorie d'Einstein parce qu'elle prédit un phénomène, la déviation de la lumière par les corps massifs, comme par exemple le Soleil, et on constate que cette déviation se produit effectivement à peu près comme annoncé par le calcul.
Et donc, on a dit, on a parlé tout à l'heure donc, des éclipses, et puis des 3 corps, 6 corps, plein de corps. Alors, ça pourrait être la Terre dans une chorégraphie. Je parlais tout à l'heure de ces problèmes à 6 corps. Voilà un catalogue des chorégraphies connues à 3 et 4 corps. Là, c'est les trajectoires suivies par les 4 corps ou les 3 corps qui sont sur ces trajectoires et qui se poursuivent les uns les autres. Vous voyez un peu, ça rigole pas. Hein. Et bien, la Terre pourrait être dans un système comme ça. Ça pourrait être des planètes, d'ailleurs, qui sont comme ça, avec une étoile, et puis les planètes qui font ça. Alors, inutile de vous dire que ces systèmes-là, on les cherche, il y a des méthodes mathématiques très sophistiquées pour les chercher, mais ça ne se calcule pas, genre papier-crayon, hein, c'est ordinateur, c'est très compliqué, on n'en connaît pas beaucoup, hein. Quelques dizaines sont connus, il y a une 50aine de chorégraphies connues, jusqu'à beaucoup de corps, une dizaine ou une vingtaine de corps. On a trouvé des solutions qui sont souvent symétriques, il y en a qui ne le sont pas. Enfin, il y a plein de choses. D'ailleurs, il y a un article dans Pour la Science qui est paru, alors, je ne sais plus vous dire dans quel numéro, mais il y a moins d'1 an, qui est paru sur les chorégraphies, sur les progrès considérables qui ont été faits dans les systèmes à N corps en général, mais notamment en 3, 4, 5. Et les conditions initiales pour avoir un système comme ça sont si précises que si un jour on observe un système exoplanétaire qui est une chorégraphie, eh ben, je pense qu'on peut se convaincre, ou on peut se dire... mais qui a réglé ça aussi précisément pour que ça se produise? Parce que sinon, ce système, légèrement différent, il est instable. Et donc, on pourrait presque se dire, si on observe une chorégraphie, c'est qu'il y a... Alors, il ne faudra pas les embêter, ceux-là. Il y a des gens, il y a des IT qui ont posé les étoiles et les planètes aux bons endroits pour que ça fasse la bonne trajectoire. Vous imaginez les gars, quoi. Ils bougent des trucs, ils disent, bah, c'est bon, on a lancé l'étoile comme ci, la planète comme ça, pile comme il faut, et ça marche, ça fait une chorégraphie. C'est pour faire joli dans l'univers. Ceux-là, il ne faudra pas les embêter, hein, parce qu'ils ont des moyens techniques qui nous dépassent. Mais voilà, ça c'est des choses qu'on ne s'attend pas à observer naturellement, tout simplement, parce que naturellement, on ne sera pas jamais pile avec la précision nécessaire sur les conditions initiales pour préserver la stabilité du système. Alors voilà, je mets ce long texte-là de Vladimir Beletsky dans Essai sur le mouvement des corps cosmiques, un bouquin absolument génial de mécanique céleste, et qui nous dit, en fait, finalement, c'est tellement le bazar, finalement, dans les systèmes à plus qu'un soleil. Un soleil et les poussières autour, ça c'est tranquille. Et déjà, on a eu du mal. Alors imaginez si on avait 2 soleils, 3 soleils, un bazar de soleils, et puis on tourne autour, ça serait la catastrophe pour comprendre la gravitation. Déjà, on a eu du mal alors que c'était simple, alors là, vraiment, ça serait la catastrophe. Et donc, du coup, il se dit, bah, toutes choses égales par ailleurs, l'évolution d'une civilisation dans un système d'étoiles multiples est moins rapide que dans les systèmes d'étoiles simples. Et oui, parce que c'est finalement la mécanique céleste, les mécaniques, les mathématiques nécessaires pour ça, les observations, les instruments, tout ça a participé à l'amélioration du progrès scientifique et technique. Et notre compréhension de l'univers, finalement, notre compréhension de la gravitation, eh bien, a participé du fait que finalement, il n'y a qu'un seul soleil et que nous sommes une planète parmi d'autres. Mais dans un système, disons, suffisamment simple pour qu'en dépit de cette simplicité, on puisse le comprendre. En dépit de cette simplicité, on a mis du temps, mais on a pu le comprendre. Et la conclusion, c'est comme quoi on a de la chance. Peut-être il vaut mieux rester dans un système à une étoile peinard et tourner autour, qui n'est pas la majorité, puisque 60%, semble-t-il, sont des systèmes multiples. Mais il vaut peut-être mieux rester dans un système peinard à un soleil, pas avoir le beau coucher de soleil de Tatooine. Ça pourrait créer des soucis de 1000 façons différentes. Et peut-être sur d'éventuels êtres qui évoluent à la surface d'une planète habitable autour de 2 soleils, eh bien, peut-être une évolution technique différente, parce que le fait qu'il y ait 2 soleils, ça complexifie beaucoup la compréhension. Ça pourrait rendre compliqué ce qu'est la gravitation. C'est d'ailleurs le cas dans les trisolariens, ils ne comprennent rien. C'est un problème, et d'ailleurs, enfin bref, je ne raconte pas. D'ailleurs, ils s'arrangent avec les terriens pour comprendre. Mais ils ne comprennent pas, ils ont du mal à comprendre la gravitation dans leur système très compliqué. Et alors, pour conclure, eh ben, on arrive à la situation ultime. Si on était, alors j'ai mis 47 toucans, là, un autre amas globulaire particulièrement spectaculaire. Si on était dans un amas globulaire, là, ça serait la classe. Amas globulaire, c'est 100 000 à 1 million d'étoiles dans un volume très petit, dans une petite taille, typiquement quelques dizaines d'années-lumière. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'étoiles par année-lumière au cube, j'allais dire par mètre cube. C'est pas la très bonne unité, mais enfin, on pourrait dire par mètre cube, par année-lumière au cube. En gros, là, on peut imaginer que dans un amas globulaire comme 47 toucans, par exemple, le nombre d'étoiles par année-lumière au cube, par cube d'une année-lumière de côté, vous voyez, c'est des grands cubes, eh bien, il serait typiquement 1000 fois supérieur à ce qu'il est au voisinage du Soleil. Au voisinage du Soleil, c'est une étoile, voire un peu moins même, par année-lumière au cube. L'étoile la plus proche est à 4 années-lumière. Donc, si vous faites une sphère de rayon 4 années-lumière, il y a le Soleil dedans. Ça vous donne un volume par étoile.
Et puis la suivante, elle est un peu plus lointaine. Donc le volume par étoile, il est quelques dizaines d'années-lumière cubes. Donc vous voyez, ça fait 0,1 étoile autour du voisinage solaire, du voisinage solaire, oui. Ça fait 0,1 étoile par année-lumière cube. Et là, dans ces amas globulaires, on peut atteindre des centaines d'étoiles par année-lumière cube. Là, ça rigole pas du tout, quoi. Du point de vue de l'ambiance, ça rigole pas du tout. La distance typique entre étoiles, ça peut être 1/20 d'année-lumière. Donc les voyages interstellaires, c'est beaucoup plus simple. Ça reste loin, 1/20 d'année-lumière. Mais c'est moins que 4. Donc c'est facile d'aller d'une étoile à l'autre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jack Vance, encore lui, a imaginé l'amas d'Alastor, qui est un amas globulaire, sur lequel il y a un certain nombre de planètes habitables, 3000 planètes habitables, 20 années-lumière de volume, un amas globulaire de 20 années-lumière de diamètre, pas de volume, de diamètre, dans laquelle il y a 5 trillions, 5000 milliards de personnes et 3000 planètes habitées. Il y a plein d'étoiles. Et du coup, les voyages entre planètes, entre étoiles, entre systèmes planétaires sont, disons, assez faciles parce que les distances sont très réduites. Bon, évidemment, ça ne va pas sans inconvénient. On va le voir. Mais en tout cas, voilà, quelqu'un ne sait plus, à partir de l'amas globulaire de montrer tout à l'heure, c'est plus à essayer de montrer ce que ça ferait le ciel d'Alastor. Alors, dans le ciel d'Alastor, voilà ce qu'on peut dire. Le ciel nocturne typique, c'est 100 000 étoiles. Vous voyez, ça fait rêver. Hein. Nous, on en a 6 000 en tout, 3 000 par hémisphère, quand c'est les super conditions. Hein, dans le fameux triangle noir en France, au sommet des montagnes corses, dans le désert, enfin dans un endroit un peu tranquille. Là, c'est 100 000 étoiles dans le ciel. Dans ces 100 000 étoiles, il y en a quelques-unes qui seraient 100 fois plus brillantes que Vénus. Donc les 3 astres les plus brillants du ciel, le Soleil et la Lune, bien sûr, la pleine Lune, et Vénus, c'est le 3e astre le plus brillant, magnitude -4. Là, il y aurait 100 fois plus brillant, c'est 5 magnitudes d'écart, donc ça fait -9. Il y aurait une centaine d'étoiles de magnitude -9. Là, ça commence à péter le feu. Hein, je veux dire, là, le ciel, c'est impressionnant. Vous avez déjà vu, j'imagine, la plupart d'entre vous, Vénus, c'est quand même un astre brillant dans le ciel. C'est à peu près inratable. Bon, il y aura aussi des milliers d'étoiles plus brillantes que Sirius, qui est la plus brillante étoile du ciel. Et puis plein d'autres étoiles. Bref, en fait, on serait content en 5 minutes, parce qu'on dirait « Waouh, plein d'étoiles !» vu de notre point de vue terrestre. Mais en fait, pour faire de l'astro, c'est la merde. On serait en permanence embêté par toute cette lumière. Est-ce que la luminosité de la nuit, d'ailleurs, même sans satellite, il faudrait regarder, je n'ai pas calculé ça, mais toutes ces étoiles qui vous éclairent, est-ce qu'il ferait vraiment nuit noire? Il ferait nuit claire. Je ne sais pas s'il ferait plein jour, bien entendu que non, mais est-ce qu'il ferait une nuit vraiment, vraiment noire? Et puis, s'il y a toutes ces étoiles qui sont là, ça veut dire que vous êtes gêné donc, pour l'observation des astres lointains. Observer ces étoiles, alors là, en physique stellaire, on serait très très bon. Mais en physique cosmologique, en cosmologie, regarder des galaxies lointaines, on serait peut-être plus embêté parce que la lumière de ces étoiles perturberait les observations cosmologiques. Il y aurait aussi des problèmes. Parce que comme il y a beaucoup d'étoiles très proches, il y aurait des influences gravitationnelles des étoiles les unes sur les autres, des étoiles sur leur cortège planétaire, ou sur leur ceinture d'astéroïdes, plutôt la ceinture extérieure, soit la ceinture de Kuiper, soit carrément le nuage de Oort, ou le réservoir de comètes, comme on dit. Eh bien, ça serait chaud, quoi, pour une planète en orbite autour de cette étoile, dont le nuage de Oort est en permanence déstabilisé par les passages d'étoiles pas très lointaines, et qui ferait tomber vers le système solaire interne des comètes qui passeraient, ça serait joli dans le ciel, ça remettrait un coup de bousin dans le... On peut pas observer le ciel, ça serait joli, mais peut-être elles vont nous tomber dessus aussi, ça serait bon, bref. C'est pas une très bonne idée, sans parler du fait qu'il y aurait beaucoup d'étoiles binaires aussi, certainement, dans les amas globulaires, et que ces étoiles binaires peuvent se vidanger l'une sur l'autre, et qu'en tombant, ça fait des novas, plus à répétition, et puis aussi, avant que la nova se déclenche, la matière accélérée chauffée intensément, des émissions de rayons X, on appelle les binaires X. Bon... Ça serait plaisant 5 minutes, mais pas trop longtemps, je pense. Il faudrait mieux rester en dehors d'un amas globulaire. Enfin, en tout cas, on peut y passer faire un tour. Si vous avez les moyens, faites-le, n'hésitez pas. Mais pas longtemps, parce qu'il est très probable qu'entre les influences gravitationnelles mutuelles et les flux lumineux, ça c'est pour pourrir le monde des astronomes amateurs et les astronomes professionnels, mais aussi les flux rayons X, ça ne soit pas une ambiance extrêmement agréable. On pourrait être ailleurs, d'ailleurs, dans la galaxie, dans notre galaxie. Là, c'est une image qui représente la façon dont on se représente notre galaxie, la Voie lactée, vue de dessus, avec sa barre centrale. Le Soleil, il est indiqué en bas, Sun, indiqué en bas. Il est à peu près, donc le diamètre complet, à peu près 100 000 années-lumière, 30 kPa. Le Soleil, qui est à 8 kPa du centre, à peu près 26 000 années-lumière du centre, et qui orbite pépère un peu dans la banlieue extérieure, qui est entre le bras d'Orion, qui est un peu sorti du bras d'Orion. Les bras, qui ne sont pas des structures matérielles. Enfin, il y a de la matière dedans, mais ce n'est pas une structure matérielle, ce n'est pas un truc qui tourne d'un bloc. Hein. Le bras, c'est ce qu'on appelle des bouchons stellaires, on pourrait appeler ça. Ce sont des ondes de densité, comme dans un bouchon.
Dans un bouchon, qu'est-ce qui se passe dans un bouchon? Il y a des voitures qui roulent sur la route, brrr, sur les deux voies, brrr, ça roule bien. À un moment donné, bam, on arrête tout. Bam, ça s'arrête. Ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête. Donc il y a déjà ce qu'on va appeler une onde de freinage qui se propage vers l'arrière. Là où les voitures freinent, l'endroit où les voitures freinent, ça se propage en remontant le flot de voitures. Puis les voitures sont arrêtées. Donc ça ferait une onde de freinage remonte. Puis ça s'arrête, ça fait un bouchon. On dit, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Bam, ça s'ouvre. Les mecs devant, ah, super, boum, ça redémarre. Bon, ça redémarre plein pot. Derrière, ça démarre, ça démarre, ça démarre, ça démarre, ça démarre. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a l'onde de démarrage, il y a l'onde de freinage, et l'onde de démarrage qui se propage en remontant le flot des voitures. Et entre l'onde de démarrage et l'onde de freinage, il y a le bouchon. C'est jamais les mêmes voitures, il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent, mais lui, il existe. Et il se déplace. Il est entre les deux ondes. Et s'il ne rentre pas beaucoup de voitures, bah, il finit par se vider, il n'y a plus de bouchon. C'est pour ça que des fois, vous arrivez dans un bouchon, vous dites, c'est ce bordel, il n'y a rien, il n'y a pas d'accident, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, vous êtes dans le bouchon qui a été créé avant, et vous êtes entre l'onde de freinage et l'onde de démarrage, et le bouchon est encore là, parce que vous êtes parmi tous ceux qui arrivent, vous êtes trop nombreux à arriver, et bien, il reste là. Voilà les bouchons galactiques. C'est un peu ça, c'est une onde de densité. C'est pas les étoiles, elles ne freinent pas. D'ailleurs, elles arrivent sous forme de gaz. Il y a des ondes, des instabilités spirales qui se développent dans les galaxies. Ça provoque ces ondes de densité qui, elles, sont tournantes dans une galaxie. Et la matière rentre sous forme de gaz, essentiellement, peut être sous forme de gaz, aussi sous forme de gaz, peut être comprimée, déclencher des formations d'étoiles. Et elle rentre sous forme de gaz, elle sort sous forme d'étoiles. Et les étoiles jeunes sont brillantes et bleues, souvent jeunes et bleues. Enfin, les étoiles jeunes sont souvent bleues et plutôt brillantes. C'est pour ça que les bras sont bleus. Et les étoiles vieilles, elles sont plutôt regroupées au centre de la galaxie. C'est là aussi la densité est plus grande. Alors le Soleil, il est là. S'il était plus près du centre, bah, ça serait un peu l'ambiance amaglobulaire. Plein de vieilles étoiles autour de moi, plein d'étoiles, pas cool. Il y aurait le trou noir central, on le verrait mieux. Est-ce que c'est un avantage à discuter? En tout cas, il n'y a pas de drame. Hein. On le verrait mieux et ça pourrait être très intéressant. Donc on n'est pas trop près de lui et pas près de la matière qui tombe sur lui, tout va bien. Et puis on pourrait être aussi carrément très loin. Très éloigné, là on est relativement sur la banlieue, sur 15 kiloparsecs de rayon, on est à 8, on est à la moitié du rayon, quoi, en gros. On pourrait être beaucoup plus loin. Alors là, ça changerait pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que ça change si on est vraiment à l'intérieur? Il y a plein d'étoiles, mais du coup, on est aussi dans le plan de la galaxie. La plupart des planètes d'étoiles, la plupart, hein, c'est moins compliqué, c'est pour ça qu'on définit le plan. Dans le plan de la galaxie, où il y a toute la poussière et plein de choses. Si vous êtes dans le plan, quand vous regardez dans le plan, ben, vous êtes gêné, vos observations sont gênées. Ben, vous regardez la Voie lactée, c'est joli, mais quand même, c'est emmerdant comme la Voie lactée. On ne peut pas voir loin à travers la Voie lactée, à travers la poussière et le gaz de la Voie lactée qui absorbent la lumière des galaxies, des objets très lointains. Toutes les galaxies qu'on observe, elles sont typiquement en dehors du plan de la Voie lactée, même très en dehors du plan de la Voie lactée, idéalement perpendiculaire. Le Deep Sky Survey qu'a fait, par exemple, le Space Telescope, c'est perpendiculaire vers la Grande Ourse, perpendiculaire quasiment au plan de la Voie lactée. Donc si vous êtes au milieu, la cosmologie, c'est foutu. Vous serez bon en physique stellaire, mais vous ne serez pas bon en cosmologie. Si vous êtes sur le bord, là vous aurez un ciel moisi, pas d'étoiles. Si, vous verrez la Voie lactée peut-être qui, au lieu de faire le tour complet du ciel, parce que vous êtes dedans, vous êtes vraiment, vraiment sur le bord, ben vous verrez la Voie lactée peut-être qui ne fait pas le tour complet du ciel. Comme un peu on voit Andromède finalement. Andromède, on ne la voit pas comme ça à l'œil, la galaxie d'Andromède, elle n'est pas si brillante qu'on puisse la voir comme ça immédiatement à l'œil, il faut la chercher un petit peu, puis se mettre dans de bonnes conditions, mais rappelez-vous, ces images spectaculaires d'Andromède, la taille angulaire d'Andromède dans le ciel de la Terre, c'est 5 fois le diamètre apparent de la Lune. C'est impressionnant quand même. Et on voit une galaxie dans le ciel de la Terre, qui ne sont pas les nuages de Magellan, qui sont aussi manifestes, visibles, 5 fois la taille apparente de la Lune. Donc vous avez votre Voie lactée qui peut faire une fraction du tour du ciel, mais pas la totalité du tour du ciel. Vous voyez bien les étoiles, mais c'est plutôt minable, vous êtes sur le bord, il n'y a pas beaucoup d'étoiles. Par contre, dans l'anticentre, à la direction opposée du centre de la galaxie, alors là, il n'y a rien. Plus une étoile. Alors c'est embêtant si vous voulez faire des jolies photos du ciel, mais si vous vous intéressez à la cosmologie, ouais, c'est super. Donc on pourrait imaginer peut-être que des gens qui sont autour d'un soleil, qui orbitent loin du centre galactique, auront une cosmologie peut-être beaucoup plus développée que la nôtre, parce qu'ils auront un accès plus direct, plus facile, plus immédiat, moyennant des instruments quand même, ça nécessite quand même des instruments, ça ne sera pas forcément à l'œil nu, évidemment, bien sûr, mais pour avoir une cosmologie plus détaillée, alors que ceux qui seraient plus vers le centre, on est, vous voyez, un peu ni trop chaud ni trop froid, encore une fois, on peut faire un peu les deux. On y est emmerdé, hein, les gens du satellite Planck, hein, la Voie lactée, ça leur a bien cassé la tête, hein, parce qu'eux, ils voulaient regarder le fond diffus cosmologique qui est derrière, et tous les avant-plans, comme ils disent, toutes les choses qui sont devant, qui s'interposent entre la source de lumière qu'on veut regarder et nous, eh bien, sont des gènes. Alors voilà, un point de vue sur l'univers.
Bon, évidemment, pour faire ça, il faut être balèze. Hein, parce que la galaxie qu'ils ont devant elle, si c'est comme notre Voie lactée, c'est 100 000 années-lumière de diamètre. Donc là, ils sont à quelques centaines de milliers d'années-lumière de cette galaxie. Donc là, on ne parle plus de voyage interstellaire, hein, d'aller d'une étoile à une autre, comme on prend l'autobus. On est carrément à 100 000 années-lumière. Donc là, c'est vraiment respect pour aller si loin. Bon, cette galaxie est un peu discutable. Hein. On dirait plutôt un nuage de fumée qu'un nuage de poussière. Enfin bon. En tout cas, voilà, ce point de vue-là, regardez, le même sur Terre. Pas besoin de faire du Star Wars, le même sur Terre. La nébuleuse, la galaxie, excusez-moi, du Sombrero, Messier 104 de la constellation de la Vierge, une très belle image qui a été prise, je crois, par le HST. Et voilà une image magnifique de choses qu'on peut voir du ciel. Vous connaissez ça. Ici, bien sûr, la plupart d'entre vous, vous êtes des astronomes amateurs et amatrices, et vous vous plaisez à regarder le ciel. Et finalement, on n'est pas si mal sur notre bonne vieille Terre. Et il s'agirait d'y faire attention en conclusion de la conclusion, parce que si on ne fait pas gaffe, on va perdre tout ce qu'on a sur cette bonne vieille Terre pour pouvoir faire des trucs super et regarder le ciel en particulier. Merci de votre attention.